Avez-vous entendu ce qui vient de se passer? Un jeune président africain s'est tenu devant le monde, a regardé Donald Trump droit dans les yeux et a prononcé des mots que personne n'avait eu le courage de dire auparavant. Ce n'était pas seulement un discours. Ce fut un moment qui a profondément ébranlé la politique mondiale. Ibrahim Traoré n'a pas demandé de respect. Il l'a exigé. Et ce faisant, il vient peut-être de déclencher une révolution. Restez avec nous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre fera l'histoire. Est-ce qu'il vient vraiment de dire ça à Trump? Ces mots ont résonné sur les réseaux sociaux, dans les salles de rédaction et dans les salons du monde entier. Ce n'était pas seulement un titre. C'était l'histoire en marche. Un événement inoubliable venait de se produire au prestigieux sommet mondial du leadership à Genève, où les dirigeants les plus puissants du monde moderne s'étaient réunis sous un même toit pour discuter de la paix mondiale, du développement économique et de l'avenir de l'humanité. Dans une pièce resplendissante de marbre poli, de lustre en cristal et gardée par un service de sécurité d'élite, président, premier ministre, milliardaires et monarques étaient assis côte à côte. Le monde entier observait, s'attendant à des discours officiels et à des discussions politiques informelles, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Depuis le coin de la grande salle, Ibrahim Traoré, le jeune et intrépide président du Burkina Faso, était assis tranquillement, les yeux perçants, concentré, sans ciller, vêtu de son uniforme militaire avec le drapeau de sa nation fièrement affiché sur sa poitrine. Il était entouré de géants mondiaux, de dirigeants de nations dotées d'armes nucléaires, de vastes économies et d'une longue histoire de domination. Et en face de lui était assis Donald J. Trump, l'ancien président controversé et toujours audacieux des États-Unis. Trump, qui n'est pas du genre à cacher ses opinions, venait de monter sur scène. Son discours était fougueux, confiant et, comme toujours, plein de remarques provocatrices. Mais c'est une phrase qui a tout changé. Il a regardé autour de lui, a souri légèrement et a dit « Vous savez, quand on regarde l'Afrique, on ne voit que chaos et corruption. On ne sait pas qui dirige quoi, et honnêtement, c'est le chaos. Un désastre total. » Certains ont ri maladroitement. D'autres échangèrent des regards, ne sachant pas s'ils devaient réagir. Quelques-uns hochèrent la tête, par habitude ou par peur. Mais pas Traoré. Il n'a pas souri. Il n'a pas bronché. Il n'a pas vérifié qui regardait. Il s'est simplement levé, sans précipitation, sans colère, juste et calme, déterminé et ancré. Il fit quelques pas en avant, chacun plus fort que le précédent dans le silence de la salle. Et puis, debout au centre de la scène, les yeux du monde braqués sur lui, il parla. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Trump, vous n'avez aucune idée de ce qu'est réellement l'Afrique. » On pouvait entendre une mouche voler. Les têtes se tournèrent, les caméras zoomèrent, certains haletaient, d'autres prenaient leur téléphone. La sécurité semblait alerte, sentant la tension. Personne ne s'attendait à cela. Un dirigeant d'une des nations les plus pauvres du monde s'adressait désormais directement à l'un des hommes les plus puissants du monde. La voix de Traoré était ferme et claire. Il n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il a simplement dit sa vérité. L'Afrique n'est pas le chaos. L'Afrique n'est pas la corruption. L'Afrique est une histoire. L'Afrique est résiliente. L'Afrique est l'espoir. Il a regardé Trump droit dans les yeux. Lorsque vos ancêtres sont venus sur nos terres, ils n'ont pas trouvé le chaos. Ils ont trouvé de l'or, de la connaissance, des royaumes et la paix. Ce qui est venu après, c'est le colonialisme, l'esclavage, le pillage. Des générations ont été anéanties. Les frontières ont été tracées sans réflexion. Des familles ont été déchirées, et même après l'indépendance, nous nous sommes retrouvés avec des systèmes voués à l'échec. Quelques murmures se firent entendre dans la foule. Certains ont hoché la tête. D'autres semblaient mal à l'aise. Oui, nous avons des problèmes, a poursuivi Traoré. Mais savez-vous pourquoi? Parce que nos minéraux alimentent vos téléphones. Notre cacao adoucit vos desserts. Notre huile maintient vos moteurs en marche. Et en retour, nos enfants souffrent de la faim, nos jeunes du chômage, et nos dirigeants sont jugés, humiliés ou achetés. Il marqua ensuite une pause, regarda autour de lui et laissa le silence s'exprimer un instant. Vous nous traitez de corrompus, mais comment appelez-vous les entreprises occidentales qui versent des pots de vin pour voler nos ressources? Comment appelez-vous les paradis fiscaux où disparaît l'argent africain? Comment appelez-vous le silence lorsque nos peuples meurent dans des guerres oubliées que vous avez contribué à déclencher? L'auditoire était figé. Même Trump se pencha légèrement en avant, les yeux rivés sur Traoré. Puis, Ibrahim Traoré raconta une histoire. Il y a un garçon dans mon pays. Il a 12 ans. Il s'appelle Emmanuel. Chaque jour, il se lève avant le lever du soleil. Il marche 10 kilomètres juste pour aller chercher de l'eau potable pour sa mère et ses frères et sœurs. En chemin, il passe devant des mines d'or. De l'or qui ne lui appartient pas. De l'or qui est expédié en Europe et en Amérique. Il étudie à la lueur des bougies. Il mange un repas par jour. Et pourtant, il rêve.
Il rêve de devenir ingénieur. Non pas pour partir en Occident, mais pour construire sa propre Afrique. La voix de Traoré s'adoucit. Le rêve de ce garçon n'est pas un visa. Ce n'est pas un billet d'avion. C'est la justice. C'est la dignité. Et je me tiens ici aujourd'hui pour lui et pour des millions de personnes comme lui. À ce moment-là, beaucoup de personnes dans la salle avaient les larmes aux yeux. Même les journalistes endurcis par des années de discours politiques ont senti quelque chose changer. Ce qui avait commencé comme une confrontation était désormais un appel à la conscience. Nous n'avons pas besoin de sympathie, conclut Traoré. Nous avons besoin d'équité. Nous avons besoin de partenaires, pas de sauveurs. Nous avons besoin de commerce, pas d'aide. Nous ne sommes pas votre fardeau. Nous sommes vos égaux. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un long silence, puis un seul applaudissement, puis un autre, et bientôt la salle éclata en une ovation debout. Les présidents d'Amérique latine se sont levés. Les premiers ministres d'Asie se sont joints à eux. Même quelques dirigeants européens semblaient visiblement émus. Pour la première fois depuis longtemps, le sommet semblait réel, vivant, humain. Donald Trump est resté assis, son expression indéchiffrable. Plus tard, il déclara à la presse. « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je vais vous dire une chose, ce type a du cran. » Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. Alors que la salle retombait dans un silence stupéfait, Ibrahim Traoré se tenait debout au centre de la grande salle, non pas avec de la colère dans la voix, mais avec une puissance venue de la vérité, de la douleur et de l'amour pour son peuple. Sa seule présence était frappante, un jeune homme d'accent grave peine la trentaine se tenant parmi des dirigeants mondiaux 3 fois plus âgés que lui. Son uniforme militaire portait les cicatrices de la lutte et la résilience de sa nation. Mais ces mots portaient le poids d'un continent. On voit le chaos quand on regarde l'Afrique. Moi, je vois des couleurs. Je vois des communautés. Je vois 1000 langues et 10 000 chansons. Il se tourna lentement, s'adressant à toute la salle, pas seulement à Trump. Je vois des mères qui marchent des kilomètres pour nourrir leurs enfants. Je vois des jeunes qui créent des entreprises sans électricité ni Wi-Fi. Je vois des artistes qui transforment les rues déchirées par la guerre en poésie et en danse. C'est ça, mon Afrique. La salle était figée d'attention. Personne ne vérifiait son téléphone. Personne ne chuchotait. Tout le monde, dirigeants, journalistes, agents de sécurité, étaient rivés sur ces mots. Vous parlez de corruption, continua Traoré, la voix ferme. Mais vous ne parlez jamais de la façon dont elle survit. La corruption ne se développe pas seulement dans l'ombre de l'Afrique. Elle est alimentée par des comptes offshore en Europe. Elle est fertilisée dans des banques qui ferment les yeux. Elle est protégée par des cabinets d'avocats à New York et à Londres. Il s'arrêta, scrutant la pièce, laissant la vérité s'installer. Vous nous traitez de corrompus? Mais comment appelle-t-on les entreprises milliardaires qui extraient notre or, notre pétrole, nos diamants pendant que nos écoles s'effondrent? Comment appelle-t-on les PDG qui sirotent du champagne pendant que les enfants burkinabés creusent la terre à main nue? Puis vint le moment qui changea tout. La voix de Traoré s'adoucit, comme pour rapprocher la pièce encore davantage. Laissez-moi vous raconter une histoire, une vraie histoire à propos d'un garçon nommé Emmanuel. Il a 12 ans. Il vit dans un petit village de mon pays, le Burkina Faso. Chaque matin avant le lever du soleil, Emmanuel se réveille et marche 6 miles. Non pas pour aller à l'école, ni pour jouer, mais pour aller chercher de l'eau pour sa famille. 6 miles, pieds nus, chaque jour. La pièce était à nouveau silencieuse. On pouvait entendre les gens respirer. Il passe devant des mines d'or. De l'or qui finit dans vos bijouteries, vos smartphones, vos coffres de luxe. Mais Emmanuel n'a jamais vu l'intérieur d'une salle de classe avec de l'électricité. Son école n'a pas de toit. Sa mère cuisine au feu de bois. Son père est mort dans l'effondrement d'une mine, alors qu'il cherchait des ressources qu'il ne toucherait jamais. Certains dans le public bougeaient, mal à l'aise sur leur siège. Et pourtant, ajoute Traoré, Emmanuel a un rêve, celui de ne pas quitter l'Afrique, ni de fuir en Amérique. Son rêve est de devenir ingénieur, de construire des puits, des routes et des hôpitaux dans son village. Il veut donner en retour, pas fuir. La voix de Traoré se brisa légèrement, mais il ne s'arrêta pas. Ce garçon n'a pas besoin de pitié. Il a besoin de pouvoir. Il a besoin d'opportunités. Il a besoin d'un système qui ne lui vole pas son avenir avant même qu'il ait eu la chance de le vivre. Il regarda Trump droit dans les yeux. Vous dites que l'Afrique est en échec, mais la vérité est peut-être celle-ci, l'Afrique n'a jamais été autorisée à réussir. Un long silence. Puis Traoré ajouta. Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons le changement. Un changement dans la façon dont le monde nous voit. Un changement dans la manière dont les accords sont conclus. Un changement dans la façon dont nos histoires sont racontées. Il s'avança vers le centre de la scène. Je ne suis pas ici pour m'excuser pour mon continent. Je suis ici pour annoncer son arrivée.
Nous ne sommes pas votre expérience. Nous ne sommes pas votre cas de charité. Nous n'attendons pas de permission. L'Afrique est prête à se lever. Et moi, Ibrahim Traoré, je me lèverai le premier. Un murmure s'éleva dans la pièce. Cela commença lentement, quelques applaudissements, quelques hochements de tête. Puis les applaudissements devinrent plus forts, puis encore plus, jusqu'à devenir une ovation debout. Les dirigeants d'Amérique latine furent les premiers à se lever, émus par l'honnêteté et le courage de Traoré. Puis vinrent les ministres d'Asie, les présidents des Caraïbes, et même des représentants de pays européens. Même ceux qui ne partageaient pas ses opinions politiques ne pouvaient nier la vérité. Les caméras tournaient. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Les réseaux sociaux explosaient. Le clip était déjà en ligne, partagé, découpé en citations. Le hashtag Traoré dit la vérité devenait viral dans des dizaines de pays avant même la fin de la session. Et au centre de tout cela se tenait un homme, arrivé au sommet comme un jeune président africain, et qui repartait désormais comme un symbole mondial de résistance et d'espoir. Donald Trump, assis au premier rang, n'applaudit pas. Il ne parla pas non plus. Il restait là, les bras croisés, avec un regard curieux, comme s'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Plus tard, lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'il pensait du discours, il répondit. « J'ai entendu beaucoup de discours dans ma vie. Certains étaient ennuyeux, d'autres bons. Celui-là, il était puissant. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je respecte sa fougue. » Mais cette histoire ne parlait pas de Trump. Elle parlait d'une Afrique qui trouve enfin sa voix face au monde. Et l'homme qui apportait cette voix, Ibrahim Traoré, était désormais célébré non seulement comme un président, mais comme un révolutionnaire. De retour au Burkina Faso, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, brandissant des drapeaux, scandant son nom. Des fresques murales furent peintes pendant la nuit. Des enfants portaient des t-shirts à son effigie. Les radios locales rediffusaient des extraits de son discours toutes les heures. À travers l'Afrique, des millions de personnes ressentirent une fierté nouvelle, car quelqu'un avait enfin dit leur vérité au plus haut niveau. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement parlé pour lui. Il avait parlé pour les agriculteurs du Ghana, les mineurs du Congo, les marchands de rue du Nigeria, les écoliers du Kenya. Il avait parlé pour Emmanuel et les millions comme lui, dont les rêves avaient été ignorés trop longtemps. Et le monde, enfin, écoutait. Quelques heures après le sommet de Genève, Internet s'embrasa. Des extraits du discours audacieux de Traoré inondèrent les réseaux. Sa voix, sa passion, son courage face à une superpuissance devinrent viraux. Le hashtag Traoré Says Truth devint numéro 1 mondial. De Nairobi à New York, on partageait ces mots, on célébrait l'instant où un jeune leader africain avait changé le ton de la diplomatie mondiale. Les médias reprirent l'histoire. Les titres affichaient « Le lion africain rugit au sommet mondial, Traoré défie Trump et gagne le respect du monde, le président du Burkina Faso déclenche un mouvement mondial. » En Afrique, l'impact fut sismique. Les jeunes, en particulier, ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, de l'inspiration. Ce n'était pas un politicien prononçant un discours préparé. C'était un des leurs, disant la vérité sans peur dans une salle remplie de puissance et de privilèges. Un étudiant de 19 ans au Sénégal tweeta. « Pour la première fois de ma vie, je suis fier d'être africain. Merci, Ibrahim Traoré. » Au Nigeria, un rappeur sortit un freestyle intitulé We Are Not KO, reprenant les paroles de Traoré comme refrain. Au Kenya, une enseignante donna le discours en devoir de lecture. Au Mali, un artiste de rue peignit une fresque de Traoré tenant le continent africain dans ses bras, avec les mots « Ne pas demander la pitié. Exiger le respect ». Même en dehors de l'Afrique, les voix s'élevaient. Activistes, journalistes, influenceurs commencèrent à parler du potentiel inexploité du continent, des injustices systémiques dénoncées par Traoré. Soudain, dans des endroits qui avaient longtemps ignoré l'Afrique, on débattait de richesses volées, de justice, et de partenariats équitables. Mais Traoré ne s'arrêta pas à un discours. Quelques semaines plus tard, il lança l'initiative Afrique d'abord. Son objectif, garder les ressources africaines entre les mains des Africains. Le plan était audacieux. Renégociation des contrats miniers avec des entreprises locales. Lois anticorruption appliquées, même contre des membres de son gouvernement. Programme d'autonomisation des jeunes, bourses, subventions, formation. Création d'un groupe de travail continental pour rapatrier les avoirs volés. La surprise ? Des dizaines d'autres pays africains voulurent rejoindre l'initiative. Le Ghana, le Mali, la Tanzanie, l'Éthiopie et même le Nigeria envoyèrent des délégations à Ouagadougou. Un vent de changement soufflait. Un dirigeant africain déclara lors d'un panel. « Nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes des nations riches avec un avenir volé. Il est temps de le récupérer. » Ibrahim Traoré, autrefois moqué par certains comme un populiste en uniforme, était désormais vu comme un visionnaire. Parmi les jeunes,
il était devenu une légende. Il l'appelait le lion africain. Non parce qu'il était violent, mais parce qu'il était intrépide, protecteur, et porteur d'espoir. Partout sur le continent, on portait des t-shirts avec son visage et la devise. L'Afrique d'abord. Et pourtant, Traoré resta humble. Dans un discours récent, il déclara: « Je ne suis qu'un homme. Je ne peux pas sauver l'Afrique, mais je peux lui rappeler sa puissance. Le vrai changement ne viendra pas de moi, mais du peuple. Des jeunes. Des mères. Des agriculteurs. Des enseignants. Des bâtisseurs. » Il termina par des mots devenus viraux. « Nous n'attendons plus. Nous nous levons. » Et ils se sont levés. Pas avec haine. Pas avec violence. Mais avec vision, unité et dignité. Ibrahim Traoré avait fait bien plus qu'interpeller une superpuissance mondiale. Il avait allumé un feu. Un mouvement des cœurs et des esprits. Et même si le chemin serait long et difficile, une chose était désormais certaine. L'Afrique avait trouvé sa voie. Et le monde ne serait plus jamais le même.